Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire Comment accélérer son engagement dans le développement durable. On est aujourd'hui plus de 100 inscrits à ce webinaire. Une première pour le Cross Grand Est d'accueillir autant de personnes, du moins autant d'inscrits, avec à peu près 70% du mouvement sportif associatif, ce qui prouve que le sujet de développement durable et transition écologique intéresse tout le monde et c'est au cœur du mouvement sportif. Donc, je tiens à tous vous remercier et je remercie en particulier Charlotte Rotureau de VVI ainsi que Aline Klekta et de Arthur Magnier de Pop France qui nous permettront en fait d'aborder différentes thématiques sur le développement durable. Donc, nous démarrons avec Charlotte qui nous assurera sur comment faire plus que les cock-up au sein de mon association. Puis Aline et Arthur nous présenteront donc comment voir les choses autrement, comment les goodies et les objets publicitaires, comment faire différemment aujourd'hui, comment réinventer son objet. Et enfin, moi-même, sur la présentation de deux outils sport et développement durable qui ont été développés par le Comité national olympique et sportif français. Alors, quelques règles d'information concernant ce webinaire Teams. Sachez qu'en fonction de la version Teams que vous avez, vous pourrez accéder soit à un onglet questions-réponses, Q&R qui se trouve en haut, sur lequel vous pourrez poser vos questions. Ou alors, si vous n'avez pas cette option, vous pourrez poser vos questions en direct dans le chat, donc dans la conversation. Après chaque intervention, il y aura la possibilité enfin pour nous, on récoltera vos questions et nous y répondrons. Nous prendrons 2-3 questions pour y répondre. Et si jamais votre question n'aura pas été traitée ce soir, nous y répondrons de manière individuelle car nous les récolterons tous, toutes, et on vous les renverra du coup par mail. Voilà. Donc, je vous remercie une nouvelle fois et nous allons commencer de suite avec Charlotte. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Marie, pour cette introduction. Alors, je me présente très brièvement. J'ai fondé EVI en 2020 pour accompagner les organisations dans le secteur culturel, sportif et touristique dans la prise en compte des enjeux écologiques et sociaux. Et avant ça, j'ai moi-même travaillé dans l'événementiel sportif à l'international sur un championnat du monde de voile. Mon quotidien en ce moment-là, c'était de prendre à peu près 50 fois l'avion par an et puis on ne faisait pas le tri des déchets sur nos événements. Et puis de fil en aiguille, je travaillais pour un skipper en France qui s'appelle François Gabard et après j'ai repris mes études. Voilà, et ce qui m'a amené à pouvoir aborder vraiment ces sujets écologiques. Et donc ce soir, c'est de ça qu'on va parler. Donc, Marie, je veux bien que tu lances la première slide, s'il te plaît. Donc, on va aborder dans un premier temps, en fait, pourquoi ces enjeux de développement durable, de transition écologique, d'éco-responsabilité, on utilise énormément de mots différents pour aborder ces sujets, mais pourquoi est-ce qu'ils sont importants et quels sont les liens avec les pratiques sportives qu'on a et quels sont les enjeux pour les acteurs du monde sportif. Je vais m'appuyer dans un premier temps sur un document qui a été développé par le WWF, qui est apparu il y a maintenant un peu plus d'un an et demi. Ils ont fait un travail pour identifier quels seraient les risques et quelles peuvent être les difficultés qui peuvent advenir dans le secteur sportif avec une hausse de température de 2 et de 4 degrés. Cette étude, elle a vraiment été intéressante parce qu'elle a permis de mettre à jour un certain nombre de dangers, de risques pour les acteurs sportifs et de voir qu'en fait, ces sujets écologiques et ces sujets autour du changement climatique, en fait, ils ont un impact assez fort sur le mouvement sportif et que ce soit aussi bien en sport extérieur, mais aussi en sport intérieur. Je m'appuie sur trois données qu'ils ont indiquées. Vous pourrez retrouver ce document en ligne. La première image que je vous montre, c'est que ce qu'ils expliquent, c'est que la fréquence des canicules, elle devrait doubler d'ici à 2050, avec les projections du GIEC qui ont été mises aussi en place avec Météo France. Ce qui découle, c'est qu'en fait, il y aurait jusqu'à
24 jours supplémentaires de temps, de jours de canicule en plus, si on était à 2 degrés, et potentiellement 66 jours si on était à 4 degrés. Donc plus de 2 mois supplémentaires de chaleur, avec des conséquences très importantes sur la santé des participants, la réalité que certains événements pourraient être annulés pour ces raisons-là, une qualité de l'air dans certains territoires français qui pourrait être amenée à être compliquée, notamment avec les particules fines, et puis forcément une performance amoindrie pour les participants, parce que voilà, le corps forcément a besoin de beaucoup plus d'énergie pour gérer la chaleur. Donc ça, c'était les premiers éléments qu'ils ont partagés. Les deuxièmes éléments qu'ils ont indiqués, donc c'est la deuxième image qui est apparue, qui sont plutôt concernant les salles de sport, qui seraient de plus en plus complexes à gérer, avec une augmentation, les observations, c'est que ça pourrait avoir une augmentation des températures moyennes, une vague de chaleur de plus en plus fréquente, et donc dans les salles, ça a aussi un impact très fort, et un taux d'ensoleillement en hausse, ce qui donc réchauffe les salles, et les amène à devenir, dans certains cas, difficilement praticables en période très chaude. On a 60 000 salles de pratique collective en France, et donc, dont 50% qui ont été construits avant les années 90 seraient en difficulté face à ces hausses de chaleur. Et donc, ça a une conséquence sur l'accessibilité des gymnases, le confort thermique et la capacité de pouvoir pratiquer, une gestion coûteuse de l'énergie, parce qu'on va avoir des périodes très chaudes à devoir gérer, et donc une nécessité d'engager une rénovation thermique des équipements, mais qui prend un certain temps à se mettre en place. Donc, on voit que ça a un impact très fort aussi sur la pratique indoor. Et ensuite, un dernier élément qui est issu de cette étude, qui sont que les sports d'hiver sont menacés de manière inégale. Et donc là, il y avait un autre, dans cette étude, il y avait un côté montagne et un côté mer. Je me suis dit que le Grand Est était plutôt lié à la montagne, du moins avait plus d'enjeux sur ce sujet-là. Et donc dans les prévisions, potentiellement, on pouvait être à 1 mois d'enneigement prévu, un mois en moins d'enneigement prévu par degré pris. Donc, ce qui veut dire qu'on est dans certains cas, par exemple dans les Alpes, on est à moins 30% si on est à plus de 2 degrés et à moins 80% si on est à 4%. Et puis, ça donnait aussi les chiffres dans les Pyrénées. Et donc, l'une des conséquences importantes, c'est qu'il y a plus de 250 stations qui sont menacées du coup de fermeture due au manque d'enneigement, et bien évidemment ce qui a un impact sur l'aspect touristique, mais aussi sur la pratique sportive des sports d'hiver. Donc ce rapport, il a vraiment permis de donner des ordres de grandeur de l'impact du réchauffement climatique sur les enjeux du sport, et montrer que c'était un facteur qu'il ne fallait pas forcément prendre à la légère, parce que ces sujets, en fait, ils arrivaient, et avec l'été dernier, avec la canicule, on a pu voir que déjà un certain nombre d'événements ont subi des désagréments, voire même dû être annulés à cause de la canicule. Je veux bien la slide suivante, s'il te plaît, Marie. En parallèle, on parle beaucoup du réchauffement climatique, on parle aussi beaucoup de l'empreinte carbone. Et donc, je trouvais ça important de pouvoir aborder aussi ce sujet-là, vous donner des chiffres peut-être que vous entendez dans la presse ou même dans des ateliers ou des conférences de ce type-là. Et donc, je voulais juste vous partager ce qu'est l'empreinte carbone moyenne d'un ou d'une Française et la répartition. Ça, c'est pour vous donner aussi un ordre de grandeur de où sont les impacts et comment faire face à ces sujets. Donc, le premier impact, on peut le voir, donc, il y a une étude qui a été menée par un cabinet qui s'appelle Carbone 4, qui sur un document qui s'appelle Faire sa part. Ils l'ont lancé en 2019 et mis à jour en 2022, qui donne un équivalent d'empreinte carbone d'une personne, d'un Français, une Française. Et donc, vous avez des différentes tranches. Et la première tranche, c'est la mobilité. Donc, c'est tous nos transports au quotidien qu'on utilise pour nos loisirs, pour nos déplacements, pour aller faire ses courses, du shopping, etc. Qui va du vélo jusqu'à l'avion. Ensuite, en vert, on a la partie alimentation. Donc là, c'est vraiment de la fourche à la fourchette. Et donc, ça représente, pareil, un peu plus de 2 tonnes. Ensuite, en gris, on a la partie logement. Et cette partie logement, c'est aussi bien la construction du bâtiment que l'utilisation énergétique, donc électricité, gaz et aussi l'eau.
En jaune, on a tout ce qui est biens et services privés, qui va de ce que j'achète pour mes vêtements jusqu'à mon téléphone, jusqu'à où je mets mon argent. La banque, la mutuelle vont aussi avoir un impact carbone. Et puis, en dernier lieu, c'est les services publics, donc les universités, les collectivités, l'armée. Tous ces éléments-là, en fait, représentent aussi à peu près 1 tonne de CO2 émis par personne. Donc cette empreinte carbone, elle nous donne en gros en moyenne, voilà, un Français, une Française, voilà ce qu'ils consomment en termes de carbone par an. Il faut savoir que ce tonnage, il est corrélé avec le pouvoir d'achat. Donc plus on a un pouvoir d'achat important, plus cette pyramide monte. Moi, potentiellement, quand je travaillais dans la voile et que je travaillais sur le championnat du monde, j'étais à peu près à 80 tonnes année parce que j'avais beaucoup de déplacements d'avion. Ce qui a été intéressant avec ces éléments-là, c'est que avec en 2015, la COP de Paris, la COP 21 à Paris, a acté le fait de mettre en place des politiques pour ne pas dépasser les 2 degrés de réchauffement. Et ce que ce chiffre indiquait, c'est qu'il y a un nombre de chercheurs qui ont travaillé là-dessus, c'est qu'est-ce que ça voudrait dire en termes d'empreinte carbone par personne, d'être à moins de 2 degrés. Et donc, c'est là où on voit la petite colonne en 2050 qui indique qu'en fait, on devra descendre à 2 tonnes par personne. Marie, ouais, merci. Donc, on voit bien que quand on regarde ces graphiques, on se dit que par rapport à la manière dont on vit maintenant et par rapport aux chiffres qui nous sont annoncés et la trajectoire qui nous est demandée par les gouvernements, on voit bien que le changement, en fait, il est assez important et c'est ce qui amène beaucoup de difficultés dans la prise en compte de ces sujets et dans la complexité à le traiter. Je voudrais passer à la slide suivante pour vous parler plutôt de... En fait, c'est par rapport à un événement sportif, peut-être qu'il y a quelque chose de plus palpable pour vous. Qu'est-ce que ça voudrait dire en termes de données? Donc, je vais m'appuyer sur un événement qui s'appelle la Maxi Vert, qui est une course de VTT qui a été fait, qui se déroule dans l'Ivarois, qui est un parc naturel à l'ouest de Lyon, entre Lyon et Clermont-Ferrand. Ils ont fait leur bilan carbone, donc il y a déjà quelques années, mais en fait, il est très, très à jour et il représente bien les choses. Et donc, ils ont essayé de mesurer toute leur empreinte carbone un peu partout. Et donc, dans leur bilan carbone de l'événement, ils se sont rendus compte que sur les 37 495 kilos de CO2 émis, il y en avait 26% qui étaient pour l'organisateur, sur la préparation, sur ce qu'il a pu mettre en place, 73% qui étaient de l'ordre des participants et 1% qui étaient de l'ordre des partenaires, invités, VIP. Et donc, si on regarde un peu plus dans le détail ce que ça veut dire sur ce bilan carbone, Marie, je veux bien la slide d'après, enfin l'image d'après, merci. On voit en fait que c'est corrélé à ce qu'on a pu voir sur l'empreinte carbone moyenne d'un Français ou d'une Française, avec le premier pôle, qui est le pôle des transports, qui a vraiment avec 71% l'élément le plus important. Après, on a les éléments autour de tout ce qui est restauration, alimentation, de l'ordre de 10%. On a ensuite tout ce qui est matériaux et services, qui est de l'ordre de 9%. 2% qui est par rapport au site qui est utilisé. 9% qui est plutôt par rapport à la logistique, et puis on voit 0,8% pour les déchets. Donc ça, c'est à peu près en général des bilans carbone qu'on peut voir dans d'autres secteurs d'activité et sur d'autres types d'événements, et qui corrélent assez bien avec ces données. Vous montrer le bilan carbone, c'est aussi pour vous montrer que c'est un élément intéressant, mais que si on prend que l'angle bilan carbone, dans la compréhension des enjeux écologiques et sociaux, en fait, on se passe de beaucoup de choses autour. On le voit, par exemple, si on devait faire tout à l'aune du bilan carbone, les déchets, ce n'est pas une grosse problématique, parce que ça représente que moins d'1% des émissions. Or, je pense que vous saviez mieux que personne, les déchets, on n'a pas forcément envie de les voir dans la nature, on n'a pas forcément envie de les voir autour de nos sites d'événements, ou même dans nos salles, dans nos gymnases et autres. Donc, c'est intéressant de considérer le carbone comme un des sujets par rapport aux enjeux écologiques. Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'autres sujets autour qu'on va devoir prendre en considération, qui peuvent être aussi bien sur des enjeux de perte de biodiversité, sur des questions de stress hydrique et de dérèglement des flux hydriques, pluie, neige et autres. On peut le voir qu'il y a aussi un grand nombre de sujets autour des pénuries de ressources qu'on a pu aussi subir ces derniers mois, l'hiver dernier, et dans différents secteurs. Mais autour de ces enjeux écologiques, il y a aussi des enjeux sociétaux. Il y a une inégalité croissante, on a des enjeux de santé, d'éducation, il y a plein d'autres sujets à traiter, et c'est toute la complexité dans laquelle on est
c'est qu'en fait, on est sur des sujets mêlés. Je veux bien, Marie, que tu passes à la slide suivante. En fait, on est dans une... un chercheur a fait un constat que je trouvais assez intéressant, d'où le fait que je reprenais cette image. Ce qu'il expliquait, en fait, c'est que la situation dans laquelle on est, elle est liée à 3 facteurs. Une facteur de l'ordre qui est de la division écologique, c'est-à-dire qu'entre soi et la nature, on a une déconnexion de notre espace, de notre environnement, de l'environnement naturel, de la compréhension des enjeux de biodiversité, des enjeux d'écosystèmes naturels. On a donc cette division écologique, on a une division sociale entre nous et les autres. On est dans une société qui va de plus en plus vers l'individualisme au détriment d'intérêts collectifs et de l'intérêt général. Et donc, on a cette division sociale très forte avec des inégalités qui se creusent de plus en plus. Et à côté de ça, on a aussi une division qu'on appelle personnelle, entre soi et soi, une espèce de quête de sens dans nos activités, l'envie de contribuer à des choses et la réalité de nos vies, de nos travails qui ne nous emmènent pas forcément à être raccord et qui génèrent de plus en plus d'éco-anxiété, de stress, d'angoisse potentiellement et de burn-out, de bore-out et tous les maux qui sont rattachés à ces phénomènes-là. Et donc, ce qu'explique ce chercheur, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais sur cet élément-là, je le trouve intéressant, c'est qu'en fait, on est face à ces 3 divisions et que ces 3 sujets, ils sont intimement liés, en fait. Et qu'on va devoir traiter ces 3 sujets ensemble. On ne peut pas juste travailler sur les sujets écologiques si on ne travaille pas sur les enjeux sociaux. C'est-à-dire et qu'on ne recrée pas du lien social, de l'intérêt général et de l'intérêt collectif. En même temps, si on fait que du développement personnel et qu'on ne traite pas les sujets écologiques, il va aussi y avoir un problème. Et donc, l'enjeu de nos sociétés, c'est de faire face à ces 3 grands défis et de travailler sur ces 3 grands défis. Ce qui veut donc dire que vos organisations sportives vont aussi devoir faire face à ces 3 enjeux. Et j'imagine qu'à travers les difficultés ou les risques auxquels vous êtes confrontés, vous retrouvez potentiellement des sujets dans une de ces 3 divisions. Et donc, tout l'enjeu va être de penser son association, penser son organisation en considérant ces sujets pour se dire, mon activité, elle peut perdurer, elle peut contribuer à autre chose dans la société. Et c'est l'un des grands aspects et les grandes forces du sport, c'est que dans la société, il contribue à énormément de choses. Le monde associatif contribue à énormément de choses dans notre société. Et donc, vous avez un rôle social, écologique, hyper important sur lequel on va pouvoir s'appuyer sur ces enjeux de transition écologique. Du coup, Marie, je veux bien passer à la slide suivante. Je vais faire un peu le parallèle maintenant avec la question souvent on pose, mais par où on commence, quoi? Comment on se lance? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on agit? Ce qui était important pour moi de vous montrer, c'est qu'on peut agir à différents niveaux et qu'on va agir, et qu'en fonction des niveaux sur lesquels on va agir, on va avoir des leviers plus ou moins importants. Mais que ces 3 niveaux, ils sont hyper importants à enclencher. Donc, comme on l'a vu, en fait, tous ces éléments par rapport à l'impact du réchauffement climatique, ça fait partie de notre environnement. C'est-à-dire que c'est tous les éléments qui sont autour de nous et qui vont influencer sur notre organisation. Notre organisation, je vais la considérer comme un arbre. Un arbre, c'est pareil, en fait, en fonction de climat, des enjeux autour de lui. En fait, il va avoir plus ou moins des stratégies qu'il va prendre. Il va devoir s'adapter ou faire des changements ou s'appuyer avec d'autres personnes pour avancer. Donc, l'environnement est un élément qui va venir vraiment impacter notre organisation et qu'on doit prendre en considération. On ne peut pas juste fermer les yeux et pas le voir. Ensuite, un arbre, comme nos organisations, ça fait partie d'un réseau. On a beaucoup de monde autour de nous et en fait, comme un arbre, on va devoir travailler avec les acteurs qui sont autour de nous pour avancer sur ces sujets. On va pouvoir mettre en place des actions pour nous, pour nos organisations, mais à un moment, on va devoir travailler avec les gens autour de nous. Comme un arbre dans une forêt, il va pouvoir faire un certain nombre de choses tout seul, mais il va être obligé de travailler avec les autres s'il veut perdurer, s'il veut continuer de vivre et s'il veut se développer en harmonie avec son environnement. Ensuite, on va avoir donc 3 niveaux d'intervention. Le premier niveau, c'est les actions. Les actions, en fait, j'ai mis les fruits parce que c'est ce qui est visible, c'est ce que vous allez pouvoir identifier facilement dans ce que vous mettez en place. Et donc, j'en ai identifié 5. Et donc, Marie, je veux bien que tu les mettes tous d'un coup, comme ça, je vais les balayer rapidement.
Les typologies d'actions que vous pouvez mettre, c'est vraiment ce qui est visible par vos pratiquants, vos publics. On va avoir des enjeux autour de la mobilité, des transports, autour des déchets, de la réduction du gaspillage à la source. On va avoir autour des sujets d'alimentation, pour avoir une alimentation saine et respectueuse de l'environnement. Des enjeux autour des ressources naturelles, que ce soit biodiversité, énergie, eau, matériaux. On peut avoir les sujets du numérique aussi qui sont derrière ça. Et puis un dernier élément qui est l'accueil tout public. Parce que comme je vous disais, pour moi, l'élément social, il est extrêmement important. Et donc ça va être toutes les actions que vous allez pouvoir mettre en place, et j'en suis sûre, vous en mettez déjà un certain nombre sur ces sujets. Ensuite, on a un deuxième niveau d'action, et Marie, je veux bien que tu avances sur la slide. On a un deuxième niveau d'action que moi j'appelle les ingrédients. En fait, les ingrédients, c'est ce qui est transverse à toute votre organisation et ce qui va être essentiel pour avancer en fait. Et ces ingrédients, plus ils sont bien mis en place, tu peux tous les dérouler, plus ils sont bien mis en place, plus vos actions, elles seront pertinentes et elles fonctionneront et elles auront du sens. Et elles auront un impact fort. Les ingrédients, il y en a 4. Il y a la stratégie financière, l'argent qui rentre dans mon association et l'argent qui en sort. Et donc, on a beaucoup de choses, beaucoup de leviers à cet endroit-là en fonction de où on met notre argent et de où on le perçoit. Il y a des éléments autour de la structuration. La structuration, c'est comment on travaille en fait. Quels outils on met en place, comment on s'organise. Et ça va nous permettre d'être plus peut-être efficace, efficient sur certains aspects et qui va nous aider à nous dégager du temps pour pouvoir mettre en place ces actions et pour trouver ce temps pour travailler sur les sujets écologiques. Ensuite, on a des enjeux autour de la gouvernance, de la manière dont on va s'organiser, répartir le pouvoir, prendre des décisions au sein de l'association. Et ça va être un levier extrêmement important puisque c'est aussi là où vous décidez de vos plans stratégiques, de la vision de l'association et des règles que vous mettez en place. Et puis le dernier ingrédient clé, c'est l'engagement. Comment on permet aux gens qui sont dans l'association et autour de l'association de pouvoir contribuer à cette démarche. Et ça, on va le lier aussi à la gouvernance, c'est-à-dire quelle place on laisse à des gens pour pouvoir s'investir et quelle place ils prennent. Et donc, il y a un gros enjeu à travailler sur ces sujets-là. Et donc, ces ingrédients qui sont transverses à toutes les actions et sur lesquels vous allez devoir passer un peu de temps ou peut-être ajuster certains éléments, pas forcément tous, vous avez peut-être déjà sûrement des bonnes pratiques dans un grand nombre de ces ingrédients, mais peut-être qu'il y a certains sujets où vous allez devoir ajuster, travailler pour permettre à vos actions d'être plus efficaces, plus impactantes et aussi plus faciles à mettre en place au fur et à mesure des années. Et enfin, il y a un dernier élément, c'est-à-dire que ces ingrédients, ces actions dépendent de la place qu'on travaille, enfin du développement des ingrédients. Plus on a des ingrédients qui sont structurés, qui sont mis en place, plus nos actions vont être florissantes. Et pour que nos ingrédients se mettent bien en place, il y a un dernier élément qui est intéressant. Et Marie, je veux bien que tu appuies sur la dernière image. C'est que tout part de la vision. Tout part de la vision. C'est-à-dire que et ça vient se questionner, c'est quelle est la place de ces sujets écologiques et sociaux dans mon organisation en fait. Et tout part de là, parce que si dans ma vision, on prend en compte ces sujets-là, on se dit que c'est des sujets importants qu'il va falloir qu'on traite et avec lesquels on va pouvoir avancer et qui vont peut-être nous aider à nous développer, à renforcer les liens dans notre association, plus ça fait partie de la vision, plus vous allez pouvoir mettre en place des choses au niveau des ingrédients, et plus vous allez mettre en place des choses au niveau des ingrédients, plus vos actions vont être impactantes. Donc en fait, en tant qu'association, vous allez devoir travailler à ces 3 niveaux en fait. Ils sont tous importants. Dire que c'est hyper important d'avoir des actions en place, mais si on met que des actions et qu'on ne travaille pas le reste, à un moment ou à un autre, ça va bloquer. Et donc c'est vraiment des 3 niveaux d'intervention qui sont plus ou moins faciles et qui vont prendre plus ou moins de temps. Peut-être qu'un travail sur la vision, sur c'est quoi nos valeurs, à quoi on contribue dans le monde, c'est quoi nos objectifs, ça va peut-être prendre plus de temps que sur les actions qu'on veut mettre en place, qui peuvent être des choses qui, de temps en temps, qui peuvent être plus simples. Et peut-être que dans nos ingrédients, penser une stratégie financière et où on va chercher l'argent et comment on le dépense, ben, ça va peut-être aussi demander 1-2 ans avant d'avoir un modèle stable. Voilà. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que c'est un processus qui prend du temps, qui se lance, qui se construit dans l'organisation et qu'on va avoir des leviers d'action à différents niveaux et que plus on y va avec les gens dans nos organisations et plus on y va avec le réseau qui est autour de nous, plus on a de chances que ça aboutisse. J'espère avoir tenu à peu près le timing. Marie, tu me dis si j'ai trop débordé ou pas. Non, c'est bon. Du coup, voilà, les questions sont ouvertes, que ce soit dans le chat avec le question-réponse, la petite icône question-réponse ou dans la conversation. On peut prendre quelques minutes pour
pour prendre 2-3 questions. Donc, n'hésitez pas s'il y a des choses qui n'étaient pas très claires ou si vous avez besoin de certaines précisions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre soit dans conversation, soit dans l'onglet questions-réponses. Sinon, moi, j'en ai déjà une première, le temps que les personnes notent leurs questions. C'est comment convaincre le changement? Comment convaincre? Alors, pour moi, tout est lié à cette question d'engagement. Et ce qui va être important de comprendre, c'est que sur ces sujets écologiques, on ne part pas tous du même endroit, on n'a pas tous la même sensibilité, on n'a pas tous le même bagage culturel qui nous permet de comprendre et d'accepter ces sujets. Et que on va devoir accepter cette diversité et cette diversité aussi d'opinions sur des sujets. Et pour ça, pour moi, il n'y a qu'un enjeu, c'est le dialogue. C'est le dialogue, c'est de construire ensemble, c'est de réfléchir ensemble, c'est d'accepter qu'il puisse y avoir des arguments contradictoires et de vraiment avoir une co-responsabilité dans l'association. Que ce soit vraiment, plus ça fait partie du projet de l'association, plus ça va être facile de le porter en fait. Parce qu'on va pouvoir créer des espaces pour dialoguer, on va pouvoir créer des espaces pour agir, et on va peut-être pouvoir aussi permettre à des gens qui sont bénévoles que de temps en temps, ou qui sont parents de pratiquants, mais qui s'investissent pas trop, si on leur laisse la possibilité de travailler sur des sujets, et ces sujets-là, ça leur donne envie, plus on va leur permettre de s'investir, plus on va leur permettre d'agir en fait. Et donc pour moi, sur l'engagement, il y a vraiment comment on crée un dialogue là-dessus, et comment on ouvre des débats sur ces sujets-là en fait. Je te remercie. Alors, a priori, dans la conversation ou dans les questions-réponses, on n'a rien qui est apparu. Sinon, j'avais une deuxième question aussi. Il y a la Ligue Grand Est de karaté qui demande s'il est possible d'avoir un exemple concret. Alors, un exemple concret, en fait, il y en a différents. Je vais prendre l'exemple d'une association sportive qui est basée dans le Morvan, qui s'appelle Morvan Oxygène, que j'ai rencontré à plusieurs reprises lors d'itinérance à vélo pour aller rencontrer des acteurs engagés. Et en fait, eux, typiquement, ils ont fait un gros travail sur leur politique d'achat en refusant des sponsors, en arrêtant certains sponsors parce qu'en fait, ils leur donnaient des textiles et ils avaient plus, qui venaient de l'autre bout du monde et eux, éthiquement, c'était plus possible. Donc, ils ont arrêté de donner des textiles et ils ont arrêté un partenariat financier avec un des événements, avec un des partenaires qu'ils avaient. Et ils ont décidé plutôt d'aller sur des lots plus locaux, avec à peu près le même coût de revient. Et après, ils ont travaillé par exemple sur la politique d'achat, sur tous leurs ravitaux. Ils ont décidé d'avoir au maximum des produits locaux, raisonnés, voire bio, et ils ont arrêté un certain nombre de produits, par exemple les bananes sur des ravitaillements. Et ils ont aussi réduit le nombre de ravitaillements pour justement se dire qu'en final, on n'avait peut-être pas besoin de manger tous les 5 km, quoi. C'était sur du trail, donc ils n'ont pas de réglementation au niveau national et au niveau des épreuves. Mais eux, ils ont fait un gros travail sur cet élément économique. Et par exemple, ils récupéraient des points de l'UTMB, c'est-à-dire que leur course était référencée pour l'UTMB, et pour eux, c'était plus en accord avec leurs valeurs. Donc ils ont arrêté, par exemple, les points de référencement pour l'UTMB. Donc eux, ils ont fait un certain nombre de choix sur ces sujets-là. Par exemple, ils organisent un événement de gravel et un événement de VTT. Mais en fait, ils ont par exemple, et l'événement de gravel, ils ont fait des départs au niveau des 2 gares dans le Morvan. Et donc, le circuit, ça fait un 8 sur 2 jours. Et donc, la nuit, elle est au camping, il est au milieu. Mais ça permet aux gens, par exemple, d'arriver à Avallon, de faire les 2 jours de vélo et de repartir. Et pareil au sud du Morvan. Ce qui fait que ça a évité aux gens de devoir venir en voiture au milieu du Morvan, alors qu'il y avait des gares accessibles. Donc, ils ont pensé leur événement en se disant comment on permet à des gens de venir de Paris, de Auxerre ou même des locaux, de Avallon, ils ont pas besoin, ils peuvent partir de leur lieu de résidence pour venir sur l'événement par un moyen le moins carboné possible. Donc ça, c'est des exemples simples. Il pourrait y en avoir d'autres. Je pourrais aussi vous partager des liens vers des vidéos et des podcasts que j'ai fait avec des associations dans le sport et dans la culture qui justement ont expérimenté d'autres manières de faire. Merci. Et alors, il y a une deuxième question qui est voilà, comment élargir en fait cette vision à l'échelle régionale? On ne parle plus d'une structure, mais voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de comités régionaux Grand Est. Donc, voilà, comment
Eh ben pour moi, c'est l'arbre, il fait partie d'un réseau. Et à un moment, il y a certains sujets, notamment, j'imagine, sur les compétitions, sur les déplacements, sur la manière dont sont construits les championnats. À un moment ou à un autre, si en effet ça doit être traité au niveau régional, bah, il va devoir y avoir soit les clubs qui se mobilisent et qui fassent remonter ça à leur ligue ou à leur cross, ou même aux institutions plus hautes, pour justement ouvrir des dialogues et se dire, OK, ça serait quoi un championnat demain moins carboné, qui a moins de déplacements, mais qui permet quand même encore à des joueurs de pouvoir avoir cette ouverture en allant sur d'autres territoires. Et donc, il n'y a pas de solution miracle. À un moment, c'est se réunir et se dire, OK, comment on fait différemment et expérimenter. C'est-à-dire que derrière, il va falloir faire des essais. On n'aura pas la bonne réponse dès le début, mais on va essayer, et c'est en essayant qu'on pourra identifier des solutions. Et donc, je vous invite à tous faire des retours à vos ligues, à vos comités, pour qu'ils poussent ce sujet-là, si par exemple les championnats sont une grosse problématique sur laquelle vous avez envie de travailler. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, si jamais il y a des questions qui arrivent par la suite, n'hésitez pas à les remettre dans le chat. On essaiera, si on a encore le temps, d'y repasser. Et sinon, comme je vous l'ai dit au début du webinaire, on pourra après vous répondre de manière individuelle. Du coup, je vous propose de passer à la présentation suivante, donc sur les goodies et objets publicitaires. Donc, voyons les choses autrement avec Arthur et Aline. Ok, bah, Arthur, je te laisse commencer. Oui, bien sûr. La slide suivante, est-ce que ce serait possible d'aller dessus? Alors, entre-temps, bonjour tout le monde. Je suis Arthur Magnier, je suis le fondateur et le CEO de Obgérama, comme vous pouvez le voir. Donc Obgérama, ça fait partie d'un groupe qui s'appelle Pop France, la société Obgérama existe depuis maintenant quasiment 20 ans. On est spécialisé, comme le titre de l'intervention l'indique, dans des produits personnalisés et le textile personnalisé. Peut-être que l'on a déjà travaillé avec un certain nombre d'entre vous aujourd'hui ou qu'on sera amené plus tard à le faire. En tout cas, on a une vraie expertise et une vraie habitude à travailler avec des associations sportives. À longueur de journée, on a plusieurs dizaines de commandes d'associations sportives. Je regardais un peu les commandes du jour. Alors, je voyais des associations foot, karaté, je voyais du tir aussi. Je sais qu'il y a des participants qui sont concernés. Et l'idée de cette intervention, c'était un peu de vous expliquer comment ces produits peuvent s'intégrer dans votre politique de communication et notamment dans vos événements, tout en réduisant le plus possible l'impact que ça peut avoir sur l'environnement et aussi de rappeler les bienfaits que peuvent avoir ce genre de produits personnalisés dans les enjeux qui ont été cités précédemment par Charlotte. Et moi, il y a des choses que j'ai bien aimées, c'est qu'aujourd'hui, vous intervenez notamment sur l'éducation, sur la santé des gens, sur les interactions intergénérationnelles, et que finalement, toutes ces choses-là, aujourd'hui, il faut que vous ayez les moyens de pouvoir appuyer dessus. Aline, je te laisse te présenter. Oui, du coup, moi, je suis Aline Kletka, je suis directrice commerciale et donc je travaille voilà, pour la société Pop et notamment voilà, sous l'enseigne Obgérama. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur le sujet. Comme l'a dit Arthur, nous, on est là pour rentrer. Tu peux passer sur le slide suivant si tu veux, Marie. Pour parler de votre réalité au quotidien, voilà, quels sont vos besoins. Là, on a fait un focus spécifique sur les événements sportifs, même si voilà, je sais que vous êtes concernés par les sujets qu'on va aborder, même voilà, tout au cours de la vie de votre association, de votre club. Du coup, quand vous organisez un événement sportif, ça répond à des besoins bien précis, à des objectifs bien précis. Il y en a 3 majeurs. Bien évidemment, c'est la visibilité, la notoriété. Votre but quand vous organisez un événement, c'est d'attirer une large audience, c'est d'avoir effectivement de la visibilité médiatique, d'attirer des sponsors. Et justement d'alimenter justement cette visibilité, cette notoriété. Deuxième objectif, c'est de convertir. Vous avez aussi envie de partager votre passion, votre sport et d'attirer des adhérents, de recruter des nouveaux adhérents et d'initier voilà, le plus grand nombre à votre passion. Et le troisième point, c'est optimiser les budgets. Souvent, lors des événements sportifs, ça aide aussi à consolider le budget de fonctionnement de l'association, du club, via les buvettes, via des inscriptions, via des boutiques souvenirs, voire du sponsoring, ou même des dons. Et donc là où on intervient, c'est qu'effectivement, lors de ces événements-là,
les objets personnalisés, la PLV, le textile, ça peut aussi servir ces objectifs-là. Là, bien évidemment, la thématique, c'est comment nous, on peut vous accompagner, et on va y venir sur comment on a effectivement un impact contenu limité avec vos besoins d'être visible via de la PLV, d'être visible avec des t-shirts, avec des récompenses, avec des rewards. Donc voilà, on va rentrer dans le détail de cette partie-là, sachant que maintenant, c'est vrai que les participants, c'est plus distinctif maintenant d'être raisonné, d'être éthique dans la manière de fonctionner. C'est vraiment un attendu des participants, et c'est là où nous, on va vous donner quelques conseils sur comment vous pouvez le faire de manière le plus contenue possible. Marie, tu peux passer au slide suivant. Le premier réflexe, bien évidemment, c'est de se dire à qui je m'adresse pour ce genre de demande. Et là, le conseil qu'on peut vous donner, c'est déjà se renseigner sur les bons partenaires. Comment le faire? Déjà, c'est se renseigner sur la politique RSE appliquée par les potentiels partenaires sur cette partie-là. Il existe énormément de labels sur le développement durable. Là, on vous a mis 2 exemples, mais par exemple, voilà, il y a EcoVadis où il y a différents niveaux. Donc là, on a mis le Gold, c'est le plus haut niveau au niveau EcoVadis. En tout cas, il y a beaucoup de labels. Donc moi, je vous invite à aller visiter les sites des partenaires potentiels, notamment en bas de page où il y a énormément d'informations sur les engagements. Il y a aussi la situation géographique aussi du partenaire potentiel. Idéalement, privilégier la partie locale. Pourquoi? Parce que ça a des incidences aussi sur l'économie locale, mais aussi sur la réduction potentielle de transport et de consommation d'énergie et donc du bilan carbone. Et il y a aussi toutes les valeurs défendues par l'entreprise. Ça aussi, il y a pas mal d'initiatives. Voilà, nous, par exemple, voilà, on est partenaire avec pas mal d'associations qui mettent en valeur plusieurs causes, que ce soit voilà, les enfants malades, les animaux. Voilà, il y a plein de causes et il y a plein d'initiatives possibles. D'ailleurs, plein d'entreprises ont des initiatives hyper intéressantes sur comment on peut aussi aider par l'achat, par le don des associations. Donc voilà. Ça ne s'arrête pas là aussi. Il y a quelles sont les pratiques aussi que l'entreprise utilise. Par exemple, nous, on fait appel à des travailleurs aussi en situation de handicap. Donc, on fait travailler des ESAT, notamment sur la partie marquage, quand on marque aussi nos produits. Donc, c'est local et en plus, voilà, ça fait aussi travailler des personnes en situation de handicap. Encore une fois, il y a énormément d'initiatives. Il y a pas mal aussi de labels qui sont actifs. Donc, moi, je vous conseille de bien faire attention avec qui vous voulez travailler et de bien s'informer sur la politique RSE de votre partenaire. Pour préciser très rapidement ce que disait Aline, je vous le dis, hein, aujourd'hui, EcoVadis Gold, on n'est pas les seuls à l'avoir sur notre marché, bien entendu. Il y a plus d'une cinquantaine d'entreprises qui font notre activité, qui ont cette certification EcoVadis Gold. Et alors, la langue d'Aline a fourché, puisque ce n'est pas le plus haut EcoVadis Gold, c'est Platinum. Donc, il existe EcoVadis Platinum, et aujourd'hui, on dénombre aussi 5-6 entreprises sur notre marché qui ont le Platinum, dont on ne fait pas partie actuellement. Bon, le but, c'est évidemment d'aller chercher, vous en doutez bien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quand on dit le bon partenaire, c'est vraiment de manière générale, regardez les différents labels qui sont proposés par le partenaire. Celui, franchement, sur lequel il faut le plus s'appuyer, c'est le label EcoVadis, qui va finalement réunir le plus d'éléments tangibles pour prouver le fait que le partenaire ou l'entreprise fait les choses correctement, c'est-à-dire travaille avec des fournisseurs qui eux-mêmes sont labellisés, qui vont faire un bilan carbone de leur entreprise, qui vont, par exemple, être signataires de l'objectif développement durable, donc, qui est une initiation de l'ONU. Toutes ces choses-là, finalement, vont être validées par le sceau EcoVadis. Il va de bronze à platinum en passant par silver et gold. Donc, comme ça, vous savez tout sur EcoVadis. Merci d'avoir rectifié. Merci, Arthur. Donc là, c'était le premier point, effectivement, d'avoir le bon partenaire. Et le deuxième point, tu peux passer au slide suivant, Marie, s'il te plaît. Voilà, c'est de choisir le bon produit. On a essayé vraiment de simplifier au maximum pour que vous compreniez bien quels sont les leviers que vous pouvez actionner pour faire les bons choix, pour vraiment avoir une démarche raisonnée. Donc, il y a 4 piliers majeurs. Il y a
voilà, on en a parlé avec Charlotte, c'est la consommation. Donc, on entend par là le bilan carbone. On parle aussi de plus en plus de consommation d'énergie et d'eau. Il y a beaucoup plus de plus en plus de marques qui indiquent aussi voilà, la consommation d'eau pour la production du produit en question. Donc ça, c'est un premier point. Après, il y a l'origine, bien évidemment, quel est le lieu de fabrication, la provenance de la matière. Donc voilà, ça, c'est un deuxième point. Je me permets Le de faire une troisième... petite parenthèse sur Vas-y. l'origine. Je rebondis sur quelque chose qui a été mentionné par Charlotte tout à l'heure, que je trouvais intéressant, une initiative qui avait été prise par cette association de Morvan, qui expliquait qu'ils ne voulaient plus de textiles qui venaient de l'autre bout du monde. Ouais. Je préfère préciser un petit point, non pas pour justifier le fait que ce soit normal que du textile vienne de l'autre bout du monde, mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que selon le poids des pièces textiles, donc on va avoir des pièces plus ou moins lourdes, évidemment, entre une doudoune et un t-shirt et une casquette, ça va pas être la même chose. L'impact carbone du transport va de l'ordre de 5 à 15% sur ce genre de produit par rapport à un produit qui viendrait de France ou d'Europe. Donc le transport, malgré tout, reste aujourd'hui marginal dans l'impact carbone que peut avoir ce genre de produit par rapport à la matière première, à l'énergie consommée pour la fabrication et aussi tout le transport finalement qui se passe en France, c'est-à-dire d'un point A à un point B, du lieu de stockage en France au lieu de stockage, au lieu de consommation lui aussi en France. Donc toujours faire un tout petit peu attention à ça, c'est toujours une question de critères en fait. Où est-ce que vous allez placer votre critère? Est-ce que vous voulez défendre le Made in France, Made in Europe pour des raisons finalement économiques, de défense de l'économie, des emplois en France ou en Europe? Ou est-ce que vous allez plutôt vous baser sur la matière, comme l'a précisé Aline? Donc, toujours faire attention à ce truc-là. Il n'y a pas nécessairement de produit épouvantail. Tout dépend, surtout, d'où est-ce que vous positionnez votre critère. Effectivement, ça fait un bon enchaînement sur la partie matière. Il y a énormément de choix possibles. Effectivement, il y a du recyclé, du recyclable. Il y a par exemple, le chanvre, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une fibre naturelle qui consomme moins d'eau, par exemple, que le coton. Il y a le PET, le RPET. Donc, le PET, c'est du plastique qui est 100% recyclable et réutilisable. Le RPET, ben, du coup, c'est issu du PET, donc ça a déjà été recyclé. Donc voilà, il y a énormément de choix possibles. Encore une fois, comme l'a dit Arthur, ça dépend aussi quel prisme et quelle approche on a aussi par rapport à la démarche. Et le dernier point qui est hyper important et qui va aussi décider un petit peu des choix sur les autres éléments, bah, c'est la durabilité qui est liée à la désirabilité. En fait, le point, c'est que plus le produit il est désirable, et puis il est durable. C'est-à-dire plus je trouve que voilà, la qualité de la matière, la manière dont c'est présenté, le design, la coupe, en fait, me plaisent et du coup, j'y suis attachée et je veux l'utiliser. Plus c'est durable parce que je vais l'utiliser, je vais le mettre, ça va être quelque chose voilà, d'utile avec vraiment une valeur ajoutée. Ce qui n'est pas forcément, voilà, je pense qu'on a tous eu dans nos placards voilà, un t-shirt qu'on a eu, qu'on n'a pas forcément porté et c'est bien dommage. Et justement, on voulait prendre un exemple qui, je pense que vous avez tous été concernés dans votre vie associative ou ailleurs derrière ou dans vos clubs par le t-shirt, que vous soyez à l'initiative ou pas. On a tous reçu un t-shirt et ça, c'est un bon exemple parce qu'on peut avoir vraiment deux visions. On peut partir d'un t-shirt made in China, 100% coton, du 150 grammes, avec par exemple un marquage France. Donc ça, c'est le basique parce que voilà, on voulait un prix pas trop cher, donc on a fait certains choix. Oui, il y a à l'opposé. Là, on a pris effectivement un exemple des courses de Strasbourg pour que ça parle aussi, que ça soit local. Où, alors, la matière, on ne sait pas trop parce que c'est pas nous qui avons fourni, mais Si, c'est en RPET, je c'est confirme. RPET? Ah Ouais. OK, super. En Donc polyester voilà, recyclé. voilà, en polyester recyclé. Donc voilà, la coupe est sympa, le design est sympa. C'est voilà, potentiellement, c'est du made in Europe. Ça aussi, on n'a pas l'information, mais on suppose, c'est pour l'exemple aussi. Même, on peut aller très loin dans la personnalisation. On peut aussi rendre la personnalisation aussi originale par la technique ou par le design. Il y a énormément de techniques possibles sur du marquage. Comment on peut personnaliser, que ce soit de la broderie, de la sérigraphie. Hein. Enfin, voilà, il y a plein de techniques qui existent aujourd'hui pour se différencier et faire que voilà, le produit soit encore plus désirable. Arthur, si tu voulais aussi peut-être rajouter quelque chose sur cette partie, cet exemple.
Après, vraiment, ce qu'on cherche à illustrer aujourd'hui, c'est que pour inscrire vos choix de produits personnalisés dans une logique de responsabilité et de développement durable, pour reprendre le titre de cette intervention, c'est que finalement, c'est vous qui allez faire le choix de positionner vos critères les plus importants. Donc, une nouvelle fois, désirabilité, matière, origine, consommation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours une réponse qui peut être apportée. Aujourd'hui, on a, en 2023, ce n'était pas le cas il y a 10 ans, je vous l'accorde, mais en 2023, aujourd'hui, on est capable de proposer des produits qui vont répondre à un ou plusieurs de ces critères et en fait, qui vont nous permettre de faire baisser l'impact carbone, dans un premier temps, des choix que vous allez faire, parce que c'est quand même ce qu'on va rechercher. Et aussi, on parlait des déchets tout à l'heure. Alors certes, ça ne représentait que 0,8% sur des événements. N'empêche que si on peut économiser ces 0,8%, je pense qu'on serait tous prêts à signer pour. Évidemment, si vous avez des produits qui sont de qualité, durables, désirables, bien choisis, et parfois non imposés aussi, et je vous donnerai quelques exemples après, et ben, ça permet de réduire ce nombre de déchets-là. Donc, je vais vous expliquer après, on va reprendre un événement un peu type et les moments de vie qui jalonnent cet événement. Et je vais essayer de vous donner quelques exemples. Alors, Ouais. je ne vais pas pouvoir vous donner tous les exemples et Ouais. toutes les idées qu'on peut avoir en tête. Vas-y, Aline. Ouais, juste avant, j'avais sur la partie produit, je voulais juste rajouter aussi qu'on peut même aller encore plus loin, avec une 2e vie, voire une 3e vie, avec par exemple, souvent dans les événements, sportifs, on a aussi besoin voilà, d'avoir des signalétiques, ou d'être en tout cas, présent, par des kakémonos, par des bâches, par ce genre de PLV. Ça, par exemple, on peut aussi, avoir plusieurs vies pour un support, en ayant aussi la bonne approche et de se dire: «Bah, je vais faire attention au contenu pour que ça soit aussi réutilisable à plusieurs événements», par exemple. Pas mettre de date ou en tout cas être malin dans la manière voilà, de designer ou en tout cas du contenu sur la partie, PLV. Ensuite, il y a aussi un dernier point, on peut aller même encore plus loin. Certaines initiatives sont hyper intéressantes aussi dans les associations sportives, on le voit beaucoup. C'est la 3e vie du produit. Moi, je vous cite un exemple. Par exemple, il y a des tournois de tennis. Je sais aussi que lors enfin, en tout cas parmi vous, il y a des joueurs de tennis. Il y a des clubs de tennis, des bâches sont réutilisées aussi pour faire, par exemple, des sacs ou des porte-monnaies. Ça peut être aussi, voilà, des belles initiatives pour recycler, des bâches non utilisées, que ça soit pour un événement ou même, voilà, pour l'utilisation aussi quotidienne de votre activité. Ça peut être aussi des idées. Il y a plein de startups, il y a plein d'initiatives aussi qui popent un petit peu partout, qui, justement récupèrent ce genre de choses pour en faire, une 2e voire une 3e vie. Voilà, je ferme la parenthèse. Et du coup, on va pouvoir passer à la slide d'après. Donc là, vous retrouvez un peu les moments de vie classiques de ce qu'on peut retrouver dans un événement sportif, quelle que soit sa taille d'ailleurs. Il y a peut-être des éléments qui vont être moins pertinents selon la taille ou l'activité sportive, mais déjà, vous avez la partie communication, donc avant, pendant et après. Clairement, le but de ces événements sportifs, c'est évidemment d'organiser un événement sportif avec des athlètes qui viennent, qui vont participer à une compétition, d'avoir un classement, d'avoir des performances sportives, etc. Mais on est aussi souvent autour de la logique de découverte, soit de l'activité sportive parce qu'on ne la connaissait pas, ou pas encore, ou pas suffisamment, soit de découvrir un nouveau territoire où pratiquer cette activité sportive, de nouvelles personnes avec qui pratiquer cette activité sportive. Donc, clairement, communiquer, c'est une composante essentielle de ce que vous allez faire et de ces événements sportifs. Donc, dans ces moments-là, moi, je vais vous donner un ou deux petits exemples de petites choses que vous pourriez faire, toujours dans l'idée d'optimiser, d'avoir le meilleur ratio possible en fait entre l'objectif, ici communiquer, et finalement ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'impact. Ça peut être un impact carbone, ça peut être un impact en termes de déchets, etc. Et donc on va essayer de trouver le meilleur ratio possible. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, la plupart des téléphones portables et des smartphones sont équipés de lecteurs de puces NFC. C'est très simple, il suffit de poser son téléphone sur un élément composé du puce NFC et une page va s'afficher. Ça peut ouvrir une application ou tout simplement ouvrir une page web. Bon, l'idée, c'est qu'on puisse, sur un objet, quel qu'il soit, parce qu'on a beaucoup d'objets aujourd'hui qui sont éligibles avec les puces NFC, c'est de pouvoir y mettre une puce NFC avec un lien renvoyant sur un site web qui permettrait aux participants de faire un don à l'association sportive qui a organisé l'événement. Donc là, on est dans cette idée d'avoir un produit à double usage. J'ai un produit qui va être utile pour sa fonction première et j'ai un produit qui va être utile parce qu'il va me permettre d'optimiser mon budget. Peut-être que des gens vont vouloir faire un don. Donc imaginez une page sur laquelle j'arrive avec la possibilité de faire un don directement par Apple Pay avec son téléphone ou avec sa carte bleue, d'un montant de 1 euro, 2 euros, 5 euros ou plus, et puis les gens peuvent choisir leur montant.
Donc, c'est une idée qu'on a eue pour dire, tiens, comment on peut optimiser la durée de vie d'un produit, comment ce produit peut avoir plusieurs usages au lieu d'un seul prévu initialement, et puis surtout, derrière, comment ça peut assez avantageusement améliorer votre budget. On avait aussi, par exemple, j'entendais tout à l'heure Charlotte qui expliquait que dans un événement, 71% de l'impact carbone est lié au transport, donc en fait, de faire venir les gens jusqu'au lieu de l'événement. Bon, bah, pareil, c'est des choses que vous pouvez anticiper. Vous pouvez avoir des objets qui vont communiquer. Alors, ça peut être de la PLV, ça peut être des bâches, ça peut être tout simplement l'objet de l'édition 2023 qui va rappeler pour l'édition 2024 de venir avec un moyen de transport mobilité douce. Donc, pareil, c'est des objets qui ne doivent pas seulement comporter le nom de votre association, je pense. Et c'est toujours des choses qui sont des supports de communication pour transmettre des messages. Donc, ne vous cantonnez pas seulement à l'idée de mettre le nom de l'association et la date de l'événement, ce qui n'est pas toujours la bonne idée de mettre la date de l'événement, parce que ça vous oblige à ne pas pouvoir réutiliser l'année suivante, par exemple, ou si vous aviez prévu trop large, et ben vous allez être obligé de faire un don d'une partie ou de jeter une partie alors que vous auriez pu réutiliser l'année d'après. Et essayer de faire passer plus de messages, des consignes de tri, les moyens de transport doux pour se rendre jusqu'à l'événement, cette année ou l'année prochaine, ou pour repartir de l'événement, si jamais les gens se posaient la question. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses que vous pouvez intégrer dans votre communication. Au niveau de la visibilité, bah, évidemment, vous avez votre événement et il y a un jour J. C'est-à-dire que quand l'événement arrive, il faut que votre association soit mise en avant, mais aussi que vous ayez les sponsors qui participent, qui puissent être mis en avant. Donc là, dans les idées qu'on a pu avoir, c'est penser au co-branding. Donc l'idée, c'est peut-être de proposer des espaces de visibilité à vos partenaires ou à des sponsors potentiels, en expliquant que, par exemple, votre budget gobelet, il est de l'ordre de 2 000 € pour fournir tout l'événement, et qu'en partageant ce budget à 50-50, vous seriez d'accord de laisser le logo du partenaire en question sur le gobelet. Ce co-branding, il va avoir deux avantages. C'est que vous utilisez un objet qui était peut-être initialement prévu uniquement pour votre logo ou votre communication, et qu'on ne va pas être obligé d'en faire un deuxième pour la communication ou la visibilité du sponsor, et qu'on peut déjà utiliser celui qui était initialement prévu à toutes fins utiles, par exemple le fait de se rafraîchir pendant l'événement. Aline en a parlé, toutes vos bâches, s'il vous plaît, quand vous avez des bâches pour vos événements, ne les jetez pas. Aujourd'hui, on a des possibilités, notamment avec des ateliers protégés qui travaillent avec des personnes en situation de handicap, de transformer ces bâches et de les transformer en d'autres objets, pochettes d'ordinateur, sacs, porte-monnaie. L'avantage, c'est que ces produits-là, l'année prochaine, vous allez pouvoir les offrir dans le cadre d'une inscription à l'événement, par exemple, ou tout simplement même les proposer à la vente dans une boutique souvenir qui serait prévue pendant l'événement. On fait d'une pierre trois coups. Première étape, vous avez un produit qui est utilisé à des fins de visibilité. Deuxième étape, vous avez la circularité du produit qui vous permet de le réutiliser et de le transformer en autre chose. Et troisième étape, si vous le revendez dans votre boutique souvenir, eh ben, vous pouvez envisager d'améliorer aussi votre budget pour l'événement actuel ou l'événement à venir. En tout cas, budget de votre association. On va parler de l'accueil, évidemment. Dans tout bon événement, il va y avoir un moment d'accueil. On va recevoir les participants. Autre petit exemple que j'avais, c'est quand on va proposer aux participants de s'inscrire à l'événement. Donc, ça peut se faire à travers Facebook, ça peut se faire à travers un site dédié ou d'autres moyens que vous pourriez utiliser. L'idée, c'est peut-être de proposer de s'inscrire à l'événement s'il est payant, par exemple pour une somme de 10 € puisque c'est le tarif normal, et de proposer pour 5 € de plus d'avoir un tour de cou pour pouvoir courir avec, pour 10 € de plus d'avoir une serviette microfibre, pour 15 € de plus d'avoir encore un objet, et ainsi de suite. L'avantage que vous allez avoir, c'est que vous allez faire des produits qui vont vous offrir de la visibilité, qui vont faire plaisir parce que les gens vont choisir d'eux-mêmes de payer un peu plus cher pour accéder à ce produit personnalisé. Et en plus de ça, vous n'allez acheter et distribuer que ce qui aura été demandé. Et donc, ça vous permet d'optimiser non seulement votre budget, mais ça va aussi vous permettre d'optimiser les déchets potentiels inhérents au fait que vous auriez pu offrir le même produit personnalisé à tous les inscrits sans leur demander s'ils en avaient envie ou pas. Donc, typiquement, c'est là où vous allez réduire votre impact carbone aussi. Et ensuite, je voyais un peu la liste des associations qui aujourd'hui suivent ce webinaire. Je voyais qu'il y avait notamment des clubs de cyclisme et de VTT. Bon, forcément, c'est quelque chose qui m'intéresse à titre personnel puisque je suis VTTiste.
Il y a des produits aujourd'hui qui vont être tout à fait adaptés pour ce genre de cible. Plutôt que d'offrir, par exemple, le énième t-shirt, qui en plus serait pas forcément aussi optimisé que l'exemple qu'on a vu tout à l'heure pour les courses de Strasbourg, et ben, pensez à offrir un outil multifonction qui pourrait être mis dans le sac à dos et qui sera utile pendant l'activité sportive de l'événement, mais aussi des jours à venir et des semaines à venir, voire des mois à venir. Pour la partie staff, vous en doutez bien, il faut que vos staffs soient reconnaissables, visibles et qu'on puisse le trouver rapidement. Dans des événements, quelle que soit leur taille, les gens vont avoir des questions, vont se perdre, vont avoir besoin de renseignements ou tout simplement vont vouloir s'inscrire pour la rentrée scolaire pour pouvoir inscrire leur enfant à l'activité sportive qu'ils viennent de découvrir. Donc pensez évidemment à leur faire du textile comme vous le faites à chaque fois, sauf qu'aujourd'hui, vous pouvez optimiser ça. On a maintenant 50% de notre gamme qui est en textile recyclé ou en textile bio, qui vont permettre de réduire l'impact. Mais la petite idée aussi, c'était plutôt que d'avoir un kakémono ou un roll-up avec les informations, imprimer juste un petit QR code dans le dos ou sur l'avant du t-shirt que je peux flasher et je retrouve toutes les informations que j'aurais retrouvées sur un support physique directement sur mon téléphone. Là, vous venez d'éliminer un déchet potentiel, c'est-à-dire un roll-up de trop, par un produit qui existe déjà, votre t-shirt, et vous avez rajouté votre QR code pour que je puisse obtenir des informations sur l'événement, par exemple, sans forcément avoir dérangé la personne qui est déjà en train de discuter avec quelqu'un d'autre. Sur la partie ravitaillement, bon, évidemment qu'il y a la partie buvette et ravitaillement, que le gobelet est une obligation, notamment le gobelet réutilisable. Aujourd'hui, on a évidemment le gobelet réutilisable made in France. Le gobelet réutilisable fait à partir de matières recyclées, donc on peut vraiment pousser le curseur de plus en plus loin. Mais ce que vous pouvez aussi faire, par exemple, pour des événements, c'est de demander aux participants de revenir avec le gobelet de l'année précédente, s'ils y avaient participé, ce qui leur permettrait d'avoir une petite remise sur leur première boisson, leur premier encart, ou de ne pas, ou de ne pas avoir à payer la consigne dans un premier temps, par exemple. Et au niveau des gobelets, pensez aussi aux accessoires qui permettent de ne pas perdre son gobelet ou de surconsommer les gobelets pendant l'événement. Ça peut être le mousqueton pour l'accrocher au niveau de la ceinture, ce genre de choses, ou ça peut être le tour de cou qui va permettre de garder son gobelet toujours à disposition. Évidemment, c'est des éléments supplémentaires, mais c'est des éléments que vous pouvez demander à ce que les gens ramènent l'année suivante, et toujours avec une petite incitation, une petite carotte en disant bah, « Super, merci d'avoir joué le jeu, et ben voilà ce que vous avez en échange ». Et enfin, sur la partie animation récompense, je m'étais encore noté un autre exemple, c'était finalement parmi les récompenses, c'est laisser choisir les participants qui ont le droit à des récompenses. Plutôt que de prévoir la même récompense pour tout le monde, eh ben, vous pouvez avoir une dizaine de récompenses de chaque, si vous avez prévu 40 récompenses, et laissez-les choisir, ce qui vous évitera les fausses notes, qui vous évitera des produits qui vous resteraient sur les bras. Et là, on aura aussi des gens qui choisiront un produit qui sera a priori plus désiré et donc qui sera plus durable dans le temps. Le dernier élément que je voulais aussi vous soumettre, dont on se rend compte que les associations qui sont clientes chez nous oublient trop souvent, et on leur propose souvent cette solution, c'est vraiment de créer une boutique souvenir. Les participants à vos événements sont très attachés au fait de participer à l'événement, d'avoir été soit un finisher pour les événements les plus compliqués ou d'avoir pu découvrir une nouvelle activité sportive. Et c'est des gens qui auront plaisir à repartir avec un souvenir de cet événement, à éventuellement payer pour ça, ce qui va vous permettre d'améliorer votre budget. Une nouvelle fois, on est dans le produit désiré, donc durable, et on se retrouvera finalement avec quelque chose de tout à fait pertinent. Ce que je voulais éventuellement rajouter, parce que c'était pas un exercice très simple pour nous, hein, quand le CROSS nous a contactés, il nous a dit voilà, alors on va faire une intervention sur le développement durable et vous allez nous parler des goodies. Et là, on s'est dit oh là, ça va pas être si simple que ça. C'est important pour nous de comprendre que le produit personnalisé, si vous voulez, c'est un élément qui va venir en complément de votre événement. C'est un élément qui va venir en complément de la vie de votre association et qui va venir supporter plusieurs choses. Alors évidemment, on pense à la notion de carbone, on pense à la notion de déchets, mais aujourd'hui, quand je croise quelqu'un, et je vous parle d'expérience personnelle, au Leclerc avec une veste, une très belle veste avec dans le dos une personnalisation qui dit qu'il fait partie d'un club de VTT, ben, je vais avoir tendance à aller le voir pour lui demander où est-ce qu'il en fait, est-ce qu'il a des bons conseils dans le coin, est-ce qu'il y a des compétitions qui sont intéressantes ou est-ce qu'il y a des sorties qui sont prévues. Ce que je veux dire par là, c'est que les objets personnalisés, du point de vue du développement durable, et on avait tout à l'heure, Charlotte a très justement intégré la notion de social dans le développement durable, c'est que ces objets personnalisés vont créer de l'interaction sociale.
Ils vont créer un sentiment d'appartenance. Ils vont permettre aux gens d'afficher leur passion. Et on sait qu'aujourd'hui, les loisirs, les passions, c'est des bulles de respiration dans notre quotidien. On a le travail, on a un quotidien qui peut être plus ou moins anxiogène selon si on regarde BFM TV ou pas. Et on sait que ces moments-là autour du sport, c'est des moments de passion, des bulles de respiration. Et on pense que les produits personnalisés viennent très largement participer à ça et que finalement, ils vont venir contribuer à quoi? Améliorer la santé mentale des gens, leur sentiment d'appartenance, le fait de sentir qu'ils appartiennent à une communauté, de transmettre leur passion. Et quand on transmet sa passion, on la transmet à des amis, mais on la transmet aussi de manière intergénérationnelle. Et là, c'était un peu la conclusion que je voulais aussi apporter, c'est qu'on n'oublie pas les enfants dans tout ça, parce que parfois vos événements sont dédiés aux enfants ou pas nécessairement, et il faut toujours pouvoir les occuper, et finalement, de les intégrer dans une pratique sportive, ça commence très jeune, et vous le savez. Et donc, tous ces produits aussi personnalisés, bien sentis, qui respectent l'environnement, avec la bonne matière et désirables, vont aussi, auprès de la cible des enfants, vous permettre d'acquérir de nouveaux adhérents, et pourquoi pas les parents qui vont avec, les frères et sœurs, les cousins, et finalement de venir participer à ce lien social dont je parlais juste avant. Voilà pour moi. Et je crois qu'on n'avait plus de slide derrière, donc Marie, Non. pour nous, Ouais, c'était bon. Marie, c'est bon, on peut enchaîner. Oui. Si on a, je sais qu'on a peut-être un peu débordé, soit on prend des questions s'il y en a, sinon Oui, on va prendre une de questions aussi. Donc, je répète, hein, soit en question-réponse, soit dans la conversation. Sinon, moi, j'en ai une. Déjà, on attend que les gens posent leurs questions dans leur chat ou dans le QNR. Vous nous avez parlé justement de structure d'insertion, notamment pour refabriquer un produit avec des bâches. Mais comment trouver en fait ces contacts-là? Vers qui est-ce qu'on pourrait se tourner pour avoir cette information de manière plus facile? Alors, je suis désolé, mais je vais être un petit peu pied dans la porte. Nous, aujourd'hui, enfin, pour que vous compreniez la démarche, aujourd'hui, pour mettre en place ce genre d'initiative, Marie, c'est assez compliqué parce que, en règle générale, les structures qui emploient des personnes en situation de handicap ne sont justement pas très structurées pour pouvoir répondre à toutes ces demandes de manière un peu individuelle et spot à droite à gauche. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà un atelier avec lequel on travaille depuis maintenant 15 ans, où on a créé une vraie offre. Et donc aujourd'hui, on sait combien de temps ça prend pour une personne de fabriquer une pochette, de fabriquer un porte-monnaie, de fabriquer un sac. Et donc on est capable aujourd'hui de savoir combien de mètres carrés de bâche il nous faut, en combien d'objets ça va se transformer, combien de temps ça va prendre, et donc quel est le coût à mettre en face. Donc, pour répondre très concrètement à la question, aujourd'hui, on a un programme, nous, de récupération des bâches usagées. Ensuite, ces bâches, on les récupère. Elles passent par une phase de nettoyage ou non. Il y a un coût supplémentaire si on doit les nettoyer. Enfin, c'est pas nous directement, c'est donc cet atelier qui les nettoiera. Et ensuite, on revient vers la personne qui nous a confié ces bâches en expliquant, bah, vous voyez, parmi les 4-5 produits faisables, vous pouvez faire 50 porte-monnaies ou 30 pochettes ou 20 sacs ou que 10 sets de table, par exemple, selon les mètres carrés qui nous ont été mis à disposition. On donne ensuite un budget unitaire, et puis après, on choisit la répartition que l'on souhaite. Ça part en production, il faut compter environ 3 semaines de transformation. Et ensuite, les produits transformés sont directement réexpédiés chez le client qui nous aura confié ses bâches. Ok, merci. A priori, il n'y a pas d'autres questions, que ce soit en conversation ou dans le QNR. Donc, au pire des cas, vous pouvez toujours en réinscrire et soit on arrive encore à… Mais on est en train de dépasser un petit peu le timing. On pourra toujours y répondre de manière individuelle, comme on vous l'a indiqué au début du webinaire. Alors, du coup, maintenant, c'est à mon tour, en fait, de vous présenter les outils sport et développement durable du mouvement sportif. En fait, ce que le CNO a développé aussi pour aider, accompagner le mouvement sportif.
Donc, le CNOSF, c'est depuis fin années 90, début 2000, a commencé à travailler donc, sur cette notion de développement durable, que ce soit à travers l'agenda 21 et plus récemment l'agenda 2030, avec les 17 notamment objectifs du développement durable qui a été fait par l'Organisation des Nations Unies en 2015 et le CIO a signé ces 17 objectifs et le CNO, en fait, s'en est inspiré pour créer en fait 2 outils pour amplifier son engagement sociétal et environnemental à travers 6 grandes lignes directrices. Une gouvernance durable et partagée, où là, on va être sur le côté parité, sur le côté organisation de réunions en vidéo pour éviter notamment les transports, l'intégration d'un management et de l'épanouissement social et professionnel, donc l'intégration du bien-être de ses salariés et de ses bénévoles, le respect et l'implication des pratiquants. Donc là, c'est comment intégrer les bénévoles dans les décisions. La protection de l'environnement, bien évidemment, hein, puisque généralement, quand on parle de développement durable, c'est le premier axe auquel on pense. Le respect des règles et des valeurs éthiques, donc c'est là on va retrouver notamment tout le côté respect des règles, mais aussi lutte contre le dopage. Et enfin, le développement et l'attractivité des territoires, où là, c'est travailler avec l'ensemble des acteurs de son territoire, donc que ce soit les collectivités, les services de l'État, les gestionnaires, les propriétaires, etc. Et du coup, ils ont développé 2 outils, la responsabilité sociétale des organisations qui permet de faire un autodiagnostic selon ces 6 lignes directrices et du coup le label développement durable, le sport s'engage. Et pour vous parler de la démarche RSO, je vais vous présenter en fait, je vais vous passer une vidéo réalisée par CNOSF qui vous expliquera justement comment ça marche. Depuis 2010, le concept de responsabilité sociétale des entreprises a été étendu aux organisations et a permis l'émergence de la notion de RSO. Mais savez-vous ce qu'est la RSO? La responsabilité sociétale des organisations implique une contribution active au développement soutenable et harmonieux de la société. Dans ce sens, le développement durable de l'activité sportive doit répondre à 3 objectifs. Répondre aux besoins et attentes de la société, notamment en matière d'éducation, de santé, d'accessibilité, de bien-être. Protéger l'environnement et sensibiliser ses pratiquants à la fragilité de la biodiversité, améliorer sa performance économique de manière responsable, éthique et innovante au sein de son territoire. Et ce, en lien avec vos pratiquants, la population locale, les élus de collectivité, vos salariés et bénévoles, ainsi que vos partenaires et fournisseurs. Convaincu par ces valeurs et objectifs, le CNOSF a défini 6 thématiques relatives à la RSE. Une gouvernance responsable et durable, l'épanouissement social et professionnel, le respect et l'implication des pratiquants, la protection de l'environnement, le respect des règles et des valeurs éthiques, le développement et l'attractivité des territoires. Et l'autonomie, pas d'inquiétude. Ces lignes directrices montrent la voie tout en vous laissant votre indépendance pour vous adapter, innover ou encore vous évaluer. Allons à la rencontre de nos clubs partenaires pour voir ce qu'ils en pensent. Pour nous, le recyclage a été bénéfique. On profite d'une image plus verte auprès de nos adhérents et de nos partenaires. Réutiliser notre matériel nous a permis de faire des économies tout en préservant l'environnement. Une initiative qui nous tient à cœur. Avoir su privilégier une professionnalisation adaptée de nos activités a été un véritable atout pour l'échange d'expériences, la satisfaction de nos adhérents et leur fidélisation, tout en renforçant notre crédibilité auprès du public et de nos partenaires. Et ce n'est pas tout. C'est grâce à un développement harmonieux de la pratique sportive et en assurant l'épanouissement humain que nous avons renforcé l'attractivité de nos sports et de notre territoire. Vous l'aurez compris, la RSO est bien plus qu'un simple outil de développement durable. C'est un moyen de re-questionner son projet associatif dans son ensemble, d'établir une nouvelle stratégie et de contribuer à son niveau à faire vivre les valeurs du sport et de l'olympisme. Adopter une démarche RSO, c'est s'assurer le passage de l'efficacité à l'excellence. Et vous, la RSO vous intéresse?
Vous souhaitez connaître votre niveau d'engagement? Faites le test. Donc voilà un peu pour vous présenter la démarche RSO et l'outil. Donc comment ça se présente? Il suffit simplement d'aller sur rso.franceolympique.com, se créer un compte et répondre à un ensemble de questions afin de pouvoir voir où est-ce que vous vous situez par rapport à ces 6 lignes directrices. Donc par exemple, à la fin, vous aurez un tableau de bord. Donc celui que vous voyez qui est projeté, c'est celui du CNOSF au démarrage de son diagnostic. Et aujourd'hui, il a augmenté ses différentes parts. Et donc, ça permet surtout, cet outil, de pouvoir mettre à plat, en fait, son organisation et pouvoir aussi, après, plus facilement communiquer, puisque souvent, on fait plein de choses, mais on n'arrive pas forcément à communiquer dessus. Et donc, cet outil permet, du coup, de pouvoir écrire sa politique. Le deuxième outil, c'est le label qui existait déjà sous l'agenda 2021, qui s'appelle Développement durable, sport s'engage, qui permet de labelliser les événements du local à l'international selon différents critères. Avant, il y en avait 64 répartis autour de 8 axes. Cependant, c'était un outil qui était très complexe à remplir. De grosses manifestations pouvaient y répondre, mais malheureusement, les plus petits, c'était beaucoup plus difficile d'obtenir ce label. Le CNOSF a souhaité en fait remettre à plat ce label pour le redynamiser, notamment en le rendant plus accessible aux petites manifestations, aux manifestations plus locales. Donc, on est passé de 64 sous-critères à 34 avec seulement 13 obligatoires. Et pareil, la meilleure façon de vous présenter ce nouveau label, c'est la petite vidéo de présentation du CNOSF. Le label Développement durable, le sport s'engage du CNOSF. Mais au fait, savez-vous ce qu'est le développement durable? S'inscrire dans une logique de développement durable, c'est prendre en compte au quotidien les impacts sociaux, environnementaux et économiques de son fonctionnement et de ses activités, que ce soit à court, moyen ou long terme. Et ce, en lien avec les pratiquants, le public, les salariés et bénévoles, les collectivités, la population locale, ainsi que les partenaires et fournisseurs. Dans le cadre d'une organisation, on appelle ça la responsabilité sociétale des organisations. Ce label gratuit vous accompagne pour gérer vos manifestations de façon plus durable. Il aide non seulement les organisateurs d'événements à valoriser leur démarche, mais aussi à la structurer grâce aux outils mis à disposition. Concrètement, le label repose sur 6 axes. Gouvernance éco-responsable, management et sensibilisation des parties prenantes, le respect et l'implication des participants et des spectateurs, la protection de l'environnement, promouvoir les valeurs éthiques, l'ancrage territorial et l'héritage. Ces 6 axes sont composés de 34 critères, dont 13 obligatoires. Pas de panique, vous verrez que vous faites déjà beaucoup de choses qui pourront être valorisées. Le label propose à chaque fois des exemples d'actions pour les illustrer. Pour mieux vous aiguiller, ils sont répartis par niveau, bronze, argent et or. Le label permet de questionner l'organisation de son événement, d'établir une stratégie, de progresser et de contribuer à son échelle au développement durable. L'évaluateur est soit le CNOSF, soit un comité régional, départemental ou territorial olympique et sportif, selon l'échelle et le type de projet porté. Pour candidater, c'est simple. Il suffit d'organiser un événement en lien avec le sport, d'être une structure membre ou associée à l'écosystème du CNOSF. Pour plus d'informations, rendez-vous sur label-dd.franceolympique.com. Donc, voici la présentation. Donc, l'objectif de ce nouveau label, de cette refonte, en fait, c'est de permettre de le rendre plus accessible à tout type d'événements et aussi, après, de pouvoir apporter une visibilité et un gage de qualité de sa manifestation. Et surtout, aujourd'hui, quand on parle, et ça a été dit depuis le début de ce webinaire, d'amélioration continue, de transition écologique. On est vraiment aujourd'hui dans ce processus d'amélioration et de permettre de donner en fait au mouvement sportif plus de visibilité et de lisibilité
auprès de ses partenaires techniques, mais aussi financiers, et donner ainsi plus de poids aussi à vos demandes pour justifier justement d'un caractère qualitatif de votre manifestation. Et du coup, c'est comme la démarche RSO, ces deux outils sont totalement dématérialisés. Donc, pour CNOSF, c'est aussi permettre de réduire l'empreinte papier, hein, les impressions à tort et travers. Là, aujourd'hui, tout est dématérialisé. Et nous, au sein du Cross Grand Est, on est là pour accompagner l'ensemble du mouvement sportif dans vos démarches pour vous faciliter à trouver des bons contacts, à trouver des actions et à vous aider que ça soit vous aider à remplir la démarche RSO ou à l'inverse, rentrer dans la dynamique du label événementiel. Voilà, j'en ai fini aussi pour ma présentation. Et je finirai simplement pour clôturer un peu ce webinaire par une phrase de Saint-Exupéry qui dit que nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants, qui résume bien du coup ce côté d'amélioration et de développement durable. Sébastien, je te laisse la parole. Oui, voilà, écoutez, le webinaire se termine dans un timing, je crois, respecté. Je remercie vivement Charlotte, Aline, Arthur et Marie pour la qualité de leurs interventions, de leurs conseils, des illustrations aussi concrètes, et tout ça dans un temps de parole qui reste relativement limité dans ce type de format, donc bravo. N'hésitez pas à prendre contact avec eux ou avec le Cross si vous souhaitez évidemment approfondir certains sujets abordés. Nous espérons que vous avez trouvé ce webinaire inspirant et que vous en avez tiré des idées précieuses en matière de développement durable. Merci pour votre participation et nous espérons vous voir lors d'un prochain événement du Cross Grand Est. À bientôt. Très bonne soirée à toutes et à tous.